Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment installer Langfuse directement sur une instance EC2 par le biais de Docker Compose. Donc pour expliquer tout ça, alors j'ai fait un petit guide assez simple déjà qui va expliquer l'architecture donc en 6 services aujourd'hui de Langfuse sur la version 3. Donc aujourd'hui, voici à peu près l'architecture de Langfuse au niveau des conteneurs. Donc on va avoir un conteneur web, un conteneur worker, un conteneur Postgres, un conteneur Redis, Minio pour la partie S3 et ClickHouse pour la partie sauvegarde en base de données. Donc on a juste ici l'explication des 6 services. Donc web c'est pour l'UI évidemment, l'API. Worker c'est pour traiter les événements. Postgres évidemment c'est pour les users, etc. ClickHouse là c'est plutôt pour la partie IA. Redis c'est pour la file d'attente et le cache. Et Minio c'est le stockage S3 de tout ce qui va être en gros fichier statique. Donc pour lancer sur une instance C2, le type qui est conseillé, c'est une T3 large. On peut partir sur une T3 médium, mais le mieux c'est de partir sur une T3 large, au moins on serait tranquille. Alors, à éviter les instances Graviton, vu qu'on est sur de l'ARM64, les images Docker seront pas forcément compatibles. Moi personnellement, je le fais tourner sur une T4G. Maintenant, je conseille plutôt de partir sur une T3 parce que à la moindre update, on peut tout péter. Ensuite, au niveau des groupes de sécurité, c'est un peu la base, donc port 22, 80 et 443. C'est par défaut quand on crée son instance EC2 si on coche les bonnes cases. On va ensuite installer donc Docker Compose directement. Alors moi je vous aurais bien montré ça. Je vous aurais bien montré ça, mais moi mon Docker Compose est déjà installé. Hop, donc on va switcher dessus. Tac, tac. Alors hop, je vais faire un petit CTRL L. Et voilà, on le voit quand je tape Docker Compose. Moi j'ai déjà toutes les commandes. Donc, ce que vous pouvez faire, bah, suffit juste, hein, c'est très simple, de venir récupérer les commandes qui sont ici. C'est très simple à installer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sinon aller voir directement la documentation de chez Docker. Mais globalement, non, c'est très simple à installer. Il suffit juste de copier ces lignes de code et vous aurez Docker Compose. Ensuite, là, c'est la partie assez intéressante. Donc là, ça va être le Docker Compose, donc le fichier YAML, avec toute la configuration, les différents services, etc. Ce qui est important, c'est de rajouter ClickHouse parce que ça, c'était pas forcément requis avant la V3. Maintenant, c'est obligatoire. Et Minio, globalement, pour la partie stockage. Éviter d'utiliser soit du S3, soit la partie hébergée de comment dire, de ClickHouse, ce qui vous évitera de payer. Globalement, vous allez payer que votre instance. Donc voilà. Alors, hop, ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le terminal. On va taper ces petites commandes-là. Hop, tac, hop. Donc là, on va faire un petit nano docker compose.yml. Moi, je le fais un peu à la sgeg parce que bon, c'est pour l'exemple. Donc voilà, on va juste venir copier. Donc là, on a copié son Docker Compose juste ici. Hop, on va continuer de suivre la partie guide. Une fois que c'est fait, donc évidemment, il va falloir faire le fichier env. Donc là, vous avez un fichier env qui est complet, juste ici. Il faudra juste générer, donc pour la partie salt, encryption key, et que je me trompe pas, je crois qu'il y en a une troisième, non, c'est que ces deux-là. Vous pouvez générer des secrets, ouais, ça. Ah oui, Nexus secret, ouais, exactement. Ici, ces trois parties-là, vous allez pouvoir générer donc une chaîne de caractères, une string un peu random. Donc voilà, en base 64, 32 caractères pour Nexus et Salt. Encryption key, non, c'est 32 aussi. Donc non, 64, c'est ça, 64 caractères. Donc voilà, donc vous pouvez générer votre petit truc. Moi, je vais travailler directement avec ce qui est là-dedans parce que ça fera pas de grosses différences. Donc on va repasser sur le terminal. Hop, on va faire un petit hop, nano.env, nano.env, hop, tac, une fois que c'est fait, bim. Donc là, on a notre Docker Compose qui est setup, on a notre env qui est setup, et maintenant il ne reste plus qu'à lancer la stack. Donc pour lancer la stack, pour ceux qui connaissent pas encore, Docker Compose up-d. Si vous mettez pas le -d, ça vous permet au moins d'un peu suivre les logs quand vous lancez pour la première fois. À vous de voir, globalement. Moi, j'avoue que je me prends pas la tête. Je l'envoie comme ça. Alors, ClickHouse server cannot custom. Donc c'est bon, je reprends. J'avais juste oublié de lancer Docker. Donc là, je viens de relancer mon Docker Compose up-d. Donc là, vous voyez que pour l'instant, il n'y a rien.
Et c'est bien normal puisque tout se lance. Donc, hop, on a les différents services. Donc là, on récupère les images dans un premier temps. Alors ouais, j'ai une co un peu pourrie là où je suis. Ouais, bon, ça prendra le temps que ça prendra. Et ben, on attend de se fumer une clope. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis en Indonésie, donc à Bali. Globalement, je vais prendre le temps de me présenter aussi, parce que je ne l'ai pas fait. Je m'appelle Julien Mauclerc et je suis dirigeant de chez Stralia, est spécialisé dans l'accompagnement pour le cloud, en vous fournissant des équipes directement, des équipes complètes, pour gérer toutes vos infrastructures cloud. Donc, vous allez avoir un DevOps, Cloud Engineer, FinOps, etc. Et puis, on a différents plans, évidemment, qui vont être adaptés suivant les structures. Au-delà de ça, on a aussi toute une partie qui va être une partie audit pour les migrations, audit FinOps aussi, parce que l'optimisation des coûts aujourd'hui, c'est un gros sujet sur AWS. Tout le monde ne sait pas le faire. Donc voilà. Donc, comme ça, au moins, vous connaissez mon background et vous allez connaître mon attrait pour AWS. C'est long. Il est lent, ce lait. En plus, j'ai même plus de 4G. Ok, donc une fois que les images ont fini d'être pull, on va avoir tous les conteneurs qui vont se lancer. Donc là, comme on peut le voir, tout est lancé. Hop, on peut faire un petit Docker Compose Logs pour voir comment ça en est. Et on voit que toutes les migrations se sont lancées. Très bien. Et ben, on peut passer à la suite. Donc, la suite, ensuite la suite. Donc, juste ici, bam, on va avoir donc le petit suivi des logs, etc. Alors, les migrations cliquables, ça peut prendre pas mal de temps. Donc, il faut attendre tranquille. Faut pas se presser. Donc, ça va être pour la partie CADI directement. Donc ça, on va pouvoir l'ajouter directement dans le Docker Compose, donc à la suite. Hop, tac. Donc pour l'ajouter, rien de plus simple, on repasse sur le terminal. Hop, on va juste checker les logs une deuxième fois. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça c'est que des petits problèmes Next.js. Ah oui, c'est parce que ma env elle est pas passée. Bon, on va faire ça dans les règles de l'art. Alors hop, je vais juste remonter. Je vais régénérer mes env. Tac, bam, hop. Donc, oui, il veut pas quand je le passe avec les commentaires. J'avoue que j'ai la flemme. Donc, on va aller modifier le point env. Alors, tac, on va prendre le premier. Juste ici. Point env. Voilà, nano. Point env. Faisons du sudo. Juste ici. Hop. On colle ça. Hop. Tac. Ensuite, on prend le deuxième. Juste ici. Non, c'est pas lui, c'est lui. Tac, tac. Nano env. Tac. Voilà, on va venir modifier ça. Bon, peut-être pas la même erreur que moi, évidemment, mais vous, dans votre cas, je pense que vous l'aurez fait en amont, donc vous n'aurez pas ce problème-là. Alors, voilà. Ok, hop, tac. Très bien, on va refaire un Docker Compose up. Hop, vu qu'on a refresh nos env, pas besoin de forcer la réécriture. Tac, on va checker les logs, on va juste faire un slip 20 et ensuite Docker Compose Logs. Le temps que ça se lance tranquille. Donc on va attendre quelques petites secondes, le temps que nos conteneurs se relancent. Une fois nos conteneurs relancés, bim, ok. Bon, là c'est les workers. La partie web n'est peut-être pas encore passée. Ah si, web. Tac. Bon bah tout est bon sur la partie web. Aucun problème, c'est parfait. Donc là on peut voir que notre config tourne. Pour ma part, je suis sur mon MacBook. Donc directement, je vais checker. J'ai peut-être accès direct localhost en 3000 ou 3005. Qu'est-ce que j'avais mis? 3005 de mémoire? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai accès directement au localhost 3005, donc à mon projet, juste ici. Ah non, non, vous le voyez. Ah ben non, vous le voyez pas parce que j'ai... Hop, autant pour moi. J'ai accès directement à mon projet juste ici.
Mais si vous voulez aller plus loin et le faire pointer sur un nom de domaine, vous pouvez passer sur Caddy. Donc, on va voir la suite du guide. On va reprendre cette partie-là pour passer sur Caddy. Donc, Caddy, alors pourquoi Caddy? Donc, déjà, Caddy, qu'est-ce que c'est? C'est comme un Nginx, comme un Apache, etc. La différence, c'est qu'au moins, Caddy va s'occuper automatiquement du certificat SSL. Donc, pas besoin de le renouveler. Il est automatiquement fait quand vous lancez. C'est déjà beaucoup, beaucoup plus simple. Vous allez pouvoir rajouter donc cette partie-là dans la partie service. Donc, je vais vous montrer comment faire. Alors, hop, tac, on va ici, on retourne. Donc, on a notre Docker Compose. Dans cette partie service, ClickHouse, blablabla, 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 Redis, Minio, Worker. On va faire ça propre, on va l'ajouter à la fin. Web, hop, juste ici. On va pouvoir ajouter la partie Caddy. Caddy qui est juste ici. Juste faire attention à l'indentation. Normalement, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est bon. Donc, on a notre petit Caddy qui est juste ici. Il ne faudra pas oublier de rajouter dans les volumes. Pour pouvoir modifier le Caddy file, il faut rajouter ces deux lignes-là. Donc, juste ici. Attendez, parce que là, vous voyez pas. Ces deux lignes-là que j'ai soulignées juste ici. Caddy config, juste là. Caddy data, Caddy config. Juste ici. Hop, on va les ajouter au niveau volume. Donc, ici, hop. On va enlever évidemment le fait que c'est un commentaire, puisque ce n'est plus un commentaire. Voilà. Et on a ajouté ces deux éléments-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais le relancer. Par contre, il y a un monde où ça ne tourne pas. Je vais vérifier ça tout de suite, je vous redis ça. Donc, ouais, je vais pouvoir setup ça. Alors, une fois ceci fait, donc il va falloir modifier votre fichier Caddyfile. Donc, le fichier Caddyfile, vous l'avez défini en amont, juste au-dessus. À ce niveau-là, vous l'avez mis dans slash, etc., Caddyfile. Donc, vous allez arriver, faire un slash, etc., etc. Bon, peut-être pas etc., mais vous avez compris. Slash etc, slash Caddyfile. Oui, bah bien sûr, parce que moi, il n'existe pas. Donc, je vais faire un nano directement. Hop, vous allez copier votre config. Donc, là, vous avez... Ah bah attendez, est-ce que j'ai mis mon... Non. Ah, ok, bon, alors, j'avais oublié de vous afficher le terminal. Donc, j'ai fait un petit nano pour la partie donc slash etc caddy file. Une fois fait votre nano, vous allez pouvoir donc copier-coller. Donc là, moi, dans mon cas, vu que c'est du local, je le fais comme ça. Vous, il faudra juste cette partie-là, reverse proxy, pas la partie télésynthionale. Et c'est bon. Vous faites un CTRL X, Y. Alors, CTRL X, Y. Hop, voilà. Ah oui, mais c'est parce que moi, il n'a pas de... C'est parce que moi, je n'ai pas de dossier Caddy, donc je vais juste faire un Caddy. Caddy, voilà. Faut que je fasse sudo. Voilà, et je vais faire un sudo nano. Voilà. Commande V, CTRL X, Y, bim. Ok. Et donc là, mon Caddy est setup. On va retourner maintenant dans notre Docker Compose. Hop. Et on va aller chercher au niveau du port. Normalement, c'était port 3005. Une fois que Caddy est mis en place, donc ça, on le dégage pour que, hop, on écoute directement sur le port 3000. Est-ce que j'ai fait... Je crois que j'ai fait une connerie. Alors, je vais juste reprendre mon... tac. Ouais, j'avais bien supprimé un truc. Donc, tac, on supprime ça. On va aussi supprimer le commentaire qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Et on va supprimer la partie port qui, dans ces cas-là, ne sert à rien. Voilà, hop, voilà, hop. Donc on supprime la partie port. On peut relancer notre Docker Compose. Donc évidemment, Docker Compose up-d. Tac, on relance. On va envoyer un petit sleep 20 secondes, le temps que ça se relance. Sleep 20, puis Docker Compose logs pour pouvoir checker les logs. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais oublié d'afficher mon terminal de nouveau. Tac. Donc, voilà, et c'est lancé. Tout m'a l'air bon. On va donc aller sur mon domaine interne stralia.test. Alors, pourquoi il me dit name? Ah oui, c'est parce que j'ai oublié de faire ça. Service. Non, normalement, ça devrait être bon.
Bon, c'est juste moi. Comme mon caddie tourne aussi en local et pas que. Je vais regarder caddie. Ouais, normalement caddie tourne aussi en local. Donc moi, il va planter, mais c'est pas grave. Il va planter sur mon Docker, mais c'est pas très grave parce que vous, ça va marcher. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Input is not nanana. Ouais, on va faire ça. Caddie FMT override. Voilà. Je vois caddie reload. Aucun tranquille. On est bon. Alors, ouais. Alors bon, vu que ma conf est un peu mal foutue sur mon ordi, là j'ai un caddie qui tourne en service et un caddie qui tourne sur le Docker. Donc on va passer cette étape-là directement, moi pour ma part. Mais vous, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci sur la partie caddie. Donc une fois que vous avez créé vous avez lancé votre instance, vous allez pouvoir créer un compte. Donc hop, moi j'ai créé un compte. On a Australia. Tac. Tac, on crée son compte et juste ici, on va avoir tout qui se met en place. Alors, ouais, mais moi, il utilise ça. Alors, n'oubliez pas de modifier dans votre point env la partie next host URL. Si vous oubliez, donc vous fera exactement comme moi. Donc c'est bien comme ça, au moins vous avez l'exemple de ce qu'il faut pas faire. Et hop, donc là, je vais enregistrer ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, CTRL X, Y, ok. Donc je vais relancer une dernière fois en espérant que ce soit la bonne. De toute façon, c'est les joies de la réalité de l'informatique. Même quand on a déjà fait un truc 10 000 fois, et bah parfois on fait de la merde. Donc, Docker, compose, logs. Là, je pense que sinon c'est tranquille. Minio, web, ok, très bien. Web est lancé. Donc, on va faire, hop, on va retourner en arrière. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Lien, mot clair, hop, connexion. Et ben, mon compte a été créé. C'est juste la redirection qui est pas bonne. Donc on va se loguer et voilà. Donc vous avez maintenant votre langue fuse qui a été lancée. Donc vous allez pouvoir maintenant faire une nouvelle organisation, Stralia par exemple, créer cette organisation. Évidemment, j'ai oublié ma fenêtre de code au milieu. Donc vous aviez hop, nouvelle organisation, créer votre organisation. Le nom de projet, donc là c'est exemple. On va avoir petit projet exemple. Vous faites créer. Tac. Et maintenant, vous avez votre langue fuse qui est déployée et qui va vous permettre de tracer tout ça. Donc, pour commencer, vous allez devoir créer une nouvelle clé API puisque vous n'avez pas encore de clé API. Vous allez avoir votre clé API ici, donc les secrets API, etc. Bon, vous pouvez essayer de les utiliser, hein, c'est du localhost. Et ensuite, donc, pour la partie tracing, pardon, si vous utilisez Cloud Code, vous pouvez utiliser directement ce prompt. Vous pouvez le faire manuellement aussi. Bon, après, on est en 2026 et si on utilise Langfuse, on connaît l'IA. Donc, faites-le avec Cloud Code, par exemple, moi, pour mon cas. Et ensuite, je vais vous donner un petit exemple directement. Tac. Alors, c'est Langfuse ClickBee de ce que vous allez avoir ensuite. Ça vous permet vraiment de pouvoir scorer votre modèle, pouvoir évaluer ses réponses, pouvoir storer vos prompts directement à un seul endroit, suivre les sessions, traquer le coût aussi, parce que le coût sur un agent peut être dur à traquer, en tout cas par session, par itération, etc. Là, avec Landfuse, vous pouvez vraiment tout traquer. Traquer le coût par itération, voir les inputs, outputs, etc. Ce qui vous permet d'améliorer votre agent aussi ensuite. Parce que si vous ne le faites pas, pour ensuite améliorer votre agent, c'est compliqué de savoir ce qui se passe à chaque étape. Si vous n'avez pas cette observabilité au niveau de l'agent, vous ne pourrez pas ensuite avoir toute la main sur quelle entrée a fourni quoi en sortie. Et ce qui est important aussi, c'est pour voir les mémoires qui sont utilisées. Parce que sans ça, c'est vrai que savoir quelle mémoire utiliser à quel moment, c'est assez compliqué. Alors, comme je suis un turbo crevard, évidemment, mon instance Langfuse, donc que j'ai en production, moi, elle lag de ouf parce que on évite de trop dépenser. Tac, elle lag tellement que je n'arrive pas à me connecter. Est-ce que je dois passer un partage de co? Je pense. On va passer un partage de co. Voilà. Voilà. Bon, c'est déjà mieux parce que j'ai un Wi-Fi qui est déplorable. Donc, ClickBee Project, ça c'est un de mes projets. Et ensuite, on a la partie tracing. Donc là, je suis encore en train d'améliorer le tracking parce que dans mes tracings, j'ai pas tout qui remonte proprement. Moi, ce que je veux vraiment, c'est chaque tracing, le nom, l'output, etc. Toutes les mémoires qui ont été rentrées, etc., etc.
Donc là, évidemment, comme je disais plus tôt, je suis un turbo-creveur. Vous voyez, on va avoir la partie ici de ce qui a été rentré, à l'output directement, ici, voilà. Là, on a qui a fait quoi, quel outil a-t-il utilisé. Voilà, on a les entrées et les sorties. Et on peut voir un peu tout ce qui s'est passé. Et ensuite, on peut venir à cette partie qui est intéressante, qui est le coût, directement, le coût de tout ça. Donc après, évidemment, il y a toutes les parties cash qu'on peut utiliser pour réduire ce coût. Mais voilà, on va avoir la partie session, juste ici. Donc on a juste là, on a toutes les sessions et on a leur coût aussi directement au niveau des sessions. Et on a la partie utilisateur aussi, ce qui est très intéressant parce que tu peux voir le nombre d'événements et le coût par utilisateur. Donc c'est super intéressant parce que ça vous permet pas forcément de savoir qui a dépensé combien, mais de savoir combien vous dépensez par user par exemple, globalement sur un SaaS. Et puis après on a la partie scoring aussi qui est intéressante. Scoring, ça vous permet de remonter. Ok, bon, ça c'était pas bon, ça c'était bon, ça c'était pas bon, ce genre de choses. Par exemple, là, moi, j'ai aussi des scorings qui remontent automatiquement suivant si tel ou tel élément. Là, par exemple, on est sur un outil pour de la génération de roadmap en se basant sur les briefs directement en décomposition de tâches. Et ça permet, par exemple, moi, si un user qui vient de valider sa roadmap vient faire des modifications directement, on peut partir du principe que la qualité initiale n'était pas bonne. Donc, ça envoie un scoring par rapport à ça. Ça vient de dire, bah, ok, mais il y a une édition juste après la validation, c'est que la génération initiale n'était pas bonne. Donc voilà, et puis on a la session à laquelle c'est rattaché. Donc voilà, c'est vraiment très complet comme outil. Je pourrais même faire une vidéo un peu plus complète s'il faut, si ça vous intéresse, pour présenter un peu plus l'outil en profondeur, parce qu'il y a encore plein d'autres choses à voir. La notation humain, les modèles LLM pour évaluer, par exemple, qu'on va voir ici, les datasets qu'on peut intégrer, etc. Donc c'est vraiment très très complet. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça aura pu vous aider, malgré les petits couacs évidemment, parce qu'on est le monde de l'informatique et tout le monde le sait, même quand on fait un truc 10 fois parfois. Quand on le refait, ça marche pas. Mais globalement, voilà, si vous avez besoin pour les ressources, je vais vous mettre directement le lien en description. Donc vous allez avoir la ressource ici pour pouvoir vous connecter directement sur mon site web avec tout le guide complet, étape par étape. Et il y a aussi un petit peu tout ce qui va être dépannage globalement. Vous allez avoir sauvegarde et restauration, dimensionnement, montée en charge, durcissement, et puis tout ce qui va être ressources aussi qui ont été utilisées pour faire cet article. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Et puis n'hésitez pas. Si vous avez des besoins en cloud aussi, vous pouvez me contacter directement. Donc à savoir, moi je suis Julien de Cestralia, comme je l'ai dit précédemment. Vous pouvez retrouver notre site web stralia.com sur lequel on présente nos différentes offres et nos différents services. Mais voilà, on est expert dans la partie AWS Cloud. Aujourd'hui, on commence aussi à avoir des gens pour GCP et Azure, mais c'est récent, on continue de les former. Mais en tout cas, sur la partie AWS, aujourd'hui, on est une très bonne équipe là-dessus. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des besoins.